où je vais vous parler de qu'est-ce que l'ASMR. Je trouvais ça sympa comme sujet pour débuter cette série de docu ASMR. Je mets les guillemets parce que bon, voilà. Et elle vous avait beaucoup plu et moi j'adore faire ce genre de vidéo, donc je me suis dit que j'allais faire une seconde vidéo. Et cette fois on va parler de l'IA. Pourquoi l'IA n'est pas rentable et va-t-elle finir par disparaître? La première vidéo vous avez plu et moi aussi, mais ce genre de vidéo demande énormément de temps parce que je fais énormément de recherches. Alors c'est très intéressant, moi j'adore faire ce genre de choses, mais ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. D'ailleurs cette fois petit changement, je le fais en chuchotant et pas en soft spoken parce que beaucoup n'aiment pas, ce que je comprends. Mais je ferai une vidéo juste en soft spoken, mais pas du coup un petit docu. Et d'ailleurs comme d'habitude, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos des articles, des vidéos sur lesquelles je me suis appuyée pour créer cette vidéo. Allez voir, c'est vraiment, en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment je ne vais pas vraiment prendre parti, bon pas trop on va dire dans cette vidéo, de savoir si oui ou non l'IA est bien, car ce n'est pas le but de la vidéo. Mais en ayant fait des études de communication et de graphisme, si vous vous doutez bien que je ne suis pas forcément 100% ravie de l'apparition de l'IA. Bref, la petite intro étant faite, on peut commencer la vidéo. En l'espace de quelques mois, l'IA elle a pris une part très importante dans nos vies de tous les jours. On a passé des années à s'en passer, mais elle n'était pas dans nos quotidiens. Et maintenant qu'elle est là, il serait quand même difficile de vivre sans. De la simple question médicale, demander à ChatGPT ou aux réponses d'un devoir à faire à la maison, de la création d'une image ou bien même de la création d'un film complet, l'IA peut tout faire et ça pose problème. Déjà avant de débuter, on va parler de l'origine de l'IA. La première fois qu'on parle de l'intelligence artificielle, c'est au milieu des années 1950. Oui, aussi vieux que ça. C'est le mathématicien Alan Turing qui en parle pour la première fois, car il se demandait si un ordinateur un jour saurait penser par lui-même ou s'il n'était capable que d'un jeu d'imitation, c'est-à-dire que d'imiter le cerveau de l'être humain. Si seulement il savait aujourd'hui. Le Parlement européen identifie l'IA comme une machine capable de reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Le fonctionnement d'une intelligence artificielle, sans rentrer dans les détails bien entendu, se repose sur 4 briques: les données, les algorithmes, le modèle et l'inférence. Les systèmes d'IA se basent sur des machines dites learning ou deep learning, désolée pour mon accent anglais, pour s'améliorer en continu. Bon, alors ça reste du jargon extrêmement technique, hein. Moi-même je ne comprends absolument pas tout, mais on n'est pas ici pour forcément parler science, le terme scientifique pur et dur, mais c'est important quand même de poser les bases. Les piliers dans ce domaine aujourd'hui restent OpenAI qui possède par exemple ChatGPT, Google avec son assistant Gemini, Anthropic qui possède, pour n'en citer qu'une seule, Claude et j'en passe. Anthropic qui a d'ailleurs dépassé sur le marché le leader OpenAI lorsque je tourne cette vidéo, donc c'était là actuellement on est mi-juin, un peu mi-juin, fin juin, donc peut-être que ce n'est pas le cas aujourd'hui où sort la vidéo. Et donc lorsque je tourne cette vidéo, la OpenAI vient d'être interdit de distribuer ses nouveaux modèles qui s'appellent Claude Fable 5 du coup et Claude Mythos 5 qui ont été jugés comme risqués pour la sécurité nationale. Voilà, très rassurant. Et comme vous avez peut-être pu le voir dernièrement, Emmanuel Macron a décidé en 2026 d'investir 109 milliards d'euros pour renforcer l'attractivité de l'IA en France. Quand j'ai vu ce chiffre, j'ai eu un peu de mal à y croire, mais du coup ça m'a donné envie d'en apprendre un peu plus sur la question et du coup de faire cette vidéo. Parce que comme tout
que ce soit bien ou pas, les pays ils se feront toujours la guéguerre pour savoir qui sera le plus innovant, qui dépensera le plus dans ce domaine. Et comme notre cher président, je pense, avait peur de louper le train dans cette course très folle à l'IA, vous allez le voir dans la vidéo, et ben, il conduit d'ailleurs aujourd'hui par la Chine et les États-Unis essentiellement. Il nous a présenté récemment ce plan ambitieux qui, je le rappelle, coûtera 109 milliards à la France. Parce qu'il est vrai aujourd'hui, l'IA elle est présente dans notre quotidien et d'ailleurs bien plus qu'on ne le pense d'ailleurs. Que ce soit un simple chatbot comme ChatGPT, les supports clients en ligne, vous savez c'est la petite boîte en bas à droite des sites internet qu'on consulte récemment qui nous demande si on a besoin d'aide. Ben oui bien sûr c'est de l'IA. Des services clients au téléphone, dans nos messages instantanés, dans nos réseaux sociaux, dans des logiciels normalement basés pour les artistes, donc des logiciels créatifs comme par exemple la suite Adobe ou encore Canva, pour n'en citer que deux. Dans le domaine de la santé, dans les transports, aux États-Unis par exemple, depuis quelques mois, des voitures taxis se conduisent toutes seules. Dans l'éducation, avec des programmes sur mesure pour chaque élève qui seront bientôt mis en place dans des pays pour faire des tests. Dans les médias, les divertissements, aujourd'hui on parle par exemple de scénaristes qui font appel à l'IA pour générer des scripts, comme c'est le cas par exemple du dernier épisode de Stranger Things, pour ceux qui ne le savent pas, à croire que c'est pour ça que la fin est pas terrible. Mais voilà, par exemple aussi dans les livres, il y a énormément de livres qui utilisent l'intelligence artificielle, dans le domaine de la fabrication agricole, militaire, enfin bref, je ne vais pas tout vous citer, mais il y en a des tas. Aujourd'hui, on parle d'une simple question, ça va, posée à ChatGPT, à une aide, à un chirurgien pour une opération. L'IA, elle s'est insinuée partout où elle peut être, mais si elle vient à disparaître un jour, pourrait-on s'en passer? Maintenant, on va s'attaquer à l'impact de l'IA sur notre quotidien. Comme je l'ai dit précisément, l'IA est partout et elle répond à chaque besoin. Mais un des plus gros problèmes que pose l'intelligence artificielle, il n'y en a pas qu'un, vous allez voir, mais un des plus gros, c'est que pour répondre à notre question qu'on va lui poser, elle va puiser sur les milliards de ressources qui se présentent, qui se trouvent sur Internet. Sauf que le problème, c'est que tout ce qui se trouve sur Internet aujourd'hui n'est pas toujours vrai. Prenons par exemple le cas de Wikipédia, qui est une source infinie d'informations. Mais par exemple, le problème de ce site, c'est que tout le monde y a accès, tout le monde peut écrire des choses sur Wikipédia, ou peut même ouvrir des pages Wikipédia. Pour ceux qui ne le savaient pas, Wikipédia n'est pas du tout géré par quelqu'un de professionnel, c'est-à-dire que c'est les gens comme vous et moi qui postent des choses sur Wikipédia. Donc par exemple, si on demande à ChatGPT de répondre à notre question qu'on lui a posée, qui est par exemple quelle est la capitale de l'Italie, et que sur Wikipédia un internaute a marqué que la capitale de l'Italie c'est, je ne sais pas, Budapest, et bien ChatGPT répondra Budapest car l'IA ne sera pas capable de juger par elle-même si c'est la vérité puisque c'est ce qu'on lui a appris. Donc ce qui pose aujourd'hui comme principal problème, c'est la fiabilité. Bon, heureusement dans ce cas précis, la question qu'on pose à ChatGPT, il ne va pas se référer qu'à un seul site internet et il va questionner plusieurs sites internet qui vont traiter de la question, donc ils vont parler de la capitale de l'Italie et forcément elle nous répondra Rome. Mais si on parle d'un sujet qui est beaucoup plus sensible, un sujet qui va être beaucoup moins parlé, où il y a très peu d'informations, et vous avez un risque de ne pas avoir la bonne réponse. D'ailleurs, en parlant fiabilité, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui aux États-Unis qui font marche arrière concernant l'IA en passant de 14% de l'utilisation de l'IA en début 2025 à 12% en 2020-2025. Donc il y a quand même un retrait de 2%, ce qui est assez conséquent. Mais les conséquences de l'IA sur notre quotidien, ils sont bien plus étendues qu'on ne le croit, que ce soit négatif ou positif bien entendu. Déjà un des plus gros impacts que l'on commence petit à petit à remarquer, mais qui je pense sera bien plus visible dans les années à venir, c'est le manque croissant d'interaction qui peut
personnes en physique, dans les restaurants notamment, alors beaucoup en Asie, ça fonctionne sans interaction de quiconque. On peut aller se placer comme on veut, on peut manger, c'est un robot qui nous sert, on va payer à une porte, enfin bref. Tout ça sans parler à un être humain. Lorsque vous allez retirer de l'argent, lorsque vous allez à la salle de sport, lorsque vous allez retirer un colis, lorsque vous allez retirer ou acheter par exemple votre fast-food préféré, ou même dans les magasins. Aujourd'hui il y a certains magasins comme par exemple Bershka, pour n'en citer qu'un, qui n'ont plus du tout de caisse avec des gens, mais c'est que des caisses automatiques. Toutes ces activités que je viens de citer aujourd'hui, on peut les faire sans interaction sociale, ce qui évidemment découle vers une perte d'emploi, bien entendu, dans énormément de secteurs, et bien entendu des métiers créatifs comme par exemple graphiste ou scénariste. Ce sont des métiers aujourd'hui à forte tension, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui embauchent beaucoup moins. Et d'ailleurs, selon l'UE, on parle de perte d'emploi massive. Donc l'IA pourrait voir émerger aussi de nouveaux métiers, mais est-ce que ça sera assez pour remplacer tous les métiers qu'il aura fait perdre? Seul l'avenir nous le dira. Et puis il y a aussi, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a énormément de questions aujourd'hui qui sont sans réponse, comme par exemple, qui sera tenu responsable en cas de dégâts causés par l'IA? Si par exemple une voiture autonome subit un accident, et qui sera tenu comme responsable? Est-ce que ça sera le conducteur, s'il y en a un bien entendu? Est-ce que ça sera le conducteur, s'il y en a un? Est-ce que ça sera le concepteur, le programmeur? Cela du coup peut aussi poser une question fondamentale aussi de la démocratie. Par exemple, les résultats produits par l'IA dépendent de la façon dont elle est élaborée et des données qu'elle va utiliser, soit du coup son créateur. Et évidemment, je ne vais pas donner tous les points négatifs ou positifs sur lesquels l'IA ont un impact, car sinon, comme je l'ai dit, je vais y passer des heures. Mais rapidement, on peut aussi parler d'éducation. Il y a énormément d'experts qui alertent sur le risque de dépendance à l'IA, qui peut entraîner une baisse de QI dans les années à venir, car plus on va l'utiliser et moins forcément on va utiliser notre propre raisonnement. Dans les collèges et les lycées, l'IA elle est partout. Pour réaliser un simple exercice ou faire un devoir maison complet, résultat, une forme de paresse mentale s'installe, et avec elle un affaiblissement de notre jugement personnel. Vous avez sûrement dû voir la célèbre vidéo passée sur les réseaux sociaux où on voit un adolescent pendant une interview qui demande comment faisaient les générations précédentes, donc nos générations, ma génération, pour travailler à l'école sans l'IA. J'ai trouvé ça tellement inquiétant. Après, l'IA peut avoir aussi des choses positives dans le milieu éducatif, mais en fait il faudrait qu'elle soit bien gérée, ce qui pour le moment n'est pas encore le cas, mais peut-être que dans les années à venir ça sera le cas. Et forcément je ne peux pas parler de l'impact de l'IA sans parler de l'écologie, sujet très vaste. Comment c'est aujourd'hui, l'IA est un désastre écologique. Je pèse mes mots, mais à quel point? Alors l'IA fonctionne grâce à des millions de centres de données. Ils étaient 500 000 en 2012 et sont passés à plus de 8 millions aujourd'hui. Déjà fabriquer le matériel informatique présent dans ces centres demande énormément de ressources. Pour par exemple un ordinateur de 2 kg, 800 kg de matières premières sont nécessaires, ce qui est colossal. Colossaux. Les petites puces indispensables à l'IA sont faites de métaux rares, dont l'extraction forcément abîme énormément mère nature, sans parler de la surconsommation d'eau à l'échelle mondiale. Les infrastructures qui permettent à l'IA de fonctionner vont bientôt utiliser 6 fois plus d'eau que ne consomme le Danemark, qui, je le rappelle, abrite 6 millions de personnes. C'est énormissime. L'eau permettant d'éviter la surchauffe du coup des data centers. Mais dans certains états américains, ils consomment tellement d'électricité et d'eau qu'il en a prévé certaines villes. Des agriculteurs ne peuvent même plus arroser leurs champs. Récemment, un regroupement de citoyens ont manifesté dans le New Jersey pour protester contre la construction d'un data center proche de leur ville. Et je pense que ce n'est que le début. Et ces centres demandent beaucoup d'électricité, souvent issue de combustibles fossiles qui produisent des gaz à effet de serre.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, une question envoyée à ChatGPT utilise 10 à 100 fois plus d'électricité qu'une simple question à Google. Surtout sur les puces de pointe qui sont utilisées dans les machines, il faut savoir qu'elles seront obsolètes dans 3 ou 4 ans, c'est-à-dire qu'il faudra réinvestir des milliards dans 3 ou 4 ans pour toutes les remplacer. Et concernant les bâtiments qui abritent ces ordinateurs, donc on appelle les data centers, elles ont seulement 15 ans d'espérance de vie, c'est-à-dire que il faudra aussi les remplacer dans 15 ans. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'IA et l'écologie, c'est tellement un vaste sujet que j'aurais pu en faire une vidéo d'1 heure. Je suis un peu frustrée de m'arrêter là, mais malheureusement, il faut qu'on se questionne sur un point fondamental. Pourquoi l'IA n'est pas rentable? Parce que oui, si vous ne le saviez pas, en fait l'IA n'est absolument pas rentable. Très loin de là même. Le monde de l'IA est en train de s'endetter à un point colossal. Par exemple, Amazon qui a dépensé 313 milliards de dollars depuis 2022, lui en a remporté que 22 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Je vous laisse compter, mais ça fait 291 milliards de dollars d'endettement. OpenAI, qui ne cesse d'ailleurs de construire de data centers, est obligé de rembourser. Alors attention, je ne sais pas si vous êtes prêts aux chiffres que je vais donner, je ne sais même pas comment le dire. 1400 milliards de dollars d'ici 2031, un chiffre à 10 chiffres. C'est énorme, vraiment c'est énorme. Pour seulement 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, c'est l'équivalent d'une aiguille dans une botte de foin. Alors pourquoi? En fait, les entreprises qui ont beaucoup mis cet argent dans l'IA, telles que par exemple Microsoft, Oracle ou Nvidia, pour en citer que 3, investissent les uns dans les autres. Ce qui fait que si une seule entreprise fait faillite, c'est tout le monde qui s'écroule. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs une bulle économique. Il y a tellement d'actionnaires qui ont mis des millions et des milliards au profit de l'IA en espérant un jour revendre ses parts bien plus cher. En gros, le niveau du prix du bien est anormalement élevé par rapport à sa valeur fondamentale. C'est ce qu'on appelle une bulle économique. En fait, le problème, c'est pas l'invention en elle-même, mais c'est les personnes qui vont investir des milliards dans cette invention. Mais si celle-ci éclate un jour, on peut parler d'une crise économique. Une crise due à l'IA, oui. Très rassurant, n'est-ce pas? Bon alors, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres, ce n'est peut-être pas vers quoi on va. Surtout qu'une bulle économique, on en a déjà vécu. Beaucoup de grandes révolutions technologiques et industrielles ont commencé avec une bulle économique, comme par exemple l'essor d'Internet. Dans les années 2000, tout le monde pariait sur Internet. Et bon, est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça a été une mauvaise idée? Personne ne pourra jamais le prédire à 100%. Mais alors pourquoi on fait rien? Pourquoi tant d'argent? Pourquoi on le sait, mais pourquoi on ne fait rien? Au-delà de la bulle économique, on peut parler d'une course. Chaque entreprise se fait la course pour savoir qui créera l'IA la plus développée, celle qui surpassera l'intelligence de l'homme. Parce que celle qui créera cette IA sera richissime et surtout, elle pourra contrôler une bonne partie des entreprises, de collectivités, et j'en passe. Parce que personne ne voudra arrêter de parier juste avant le jackpot. C'est comme jouer au loto ou jouer à des machines à sous. Alors c'est du coup la course à celui qui fera le mieux, à celui qui investira le plus. Bref, c'est un petit peu flippant, on va pas se mentir. Ce qui du coup arrive à nous demander, est-ce que l'IA elle va disparaître? Personne ne peut vraiment le prédire. Comme je vous ai parlé de bulle économique précédemment et que si l'IA devrait un jour disparaître, ça serait dû à l'éclat de cette bulle. Mais comme beaucoup d'experts le disent, une bulle économique n'est pas toujours si mauvaise. Par exemple, l'argent investi servira toujours à par exemple développer des puces toujours plus performantes, à peut-être des puces, je ne sais pas, qui ne seront pas rendues obsolètes après 3 ou 4 ans, ce qui facilitera la création de l'IA. En fait, la dette à 10 chiffres d'OpenAI, elle est un petit peu son bouclier au créateur. Parce que si OpenAI tombe,
massif dans le domaine de la tech. On peut parler de la perte de millions d'emplois. La bourse américaine va perdre sa valeur, ce qui du coup amènerait tout droit vers une crise économique. Alors encore une fois, des experts parient sur le premier scénario et d'autres sur le deuxième. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Toutes les grandes technologies passent souvent par là. C'est l'euphorie, c'est le summum avant le retour à la réalité malheureusement. Mais comme je vous l'ai dit, seul